Pierre Jox, député de Saône-et-Loire. Cet énarque qui se dit volontiers marxiste et militant CGT. Devenu Pierre Jox, il quitte la présidence du groupe socialiste. Un père et un fils sont députés. Pour le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre de la Défense, Pierre Jox, a annoncé aujourd'hui que la France était... Mère, je dirais que je suis... Le livre que j'ai fait est fait pour informer, mais aussi pour alerter. Ça ne vous agace pas, cette réputation que vous avez de cactus? Ou ça vous est complètement égal? Complètement égal, oui. François Mitterrand me disait à son sujet, je me suis évidemment toujours rappelé, il est très intelligent, mais il a des idées assez raides, ça ne va pas vous plaire. Vraiment, lorsque Jox vous demandait à vous rencontrer, vous saviez que c'était pas simplement pour vous dire des mots doux, mais ça vous était utile. De son passé politique, Pierre Jox a acquis la réputation d'un homme autoritaire et intègre. Les Français ne sont ni sourds ni aveugles. Je pense qu'il est plus un serviteur de l'État qu'un homme politique. C'était le cas de son père. Son père, Louis Jox, compagnon de route du général de Gaulle, a bien connu les arcanes du pouvoir. Pierre Jox les vivra, lui, aux côtés de François Mitterrand. Mais résumer la carrière et la vie de Pierre Jox à ces éléments est réducteur. Acteur privilégié de notre histoire nationale depuis plus de 50 ans, son parcours est celui d'un homme de conviction qu'il a su préserver au fil des décennies. L'action entreprise est une action nécessaire. C'est la leçon des gens comme Pierre Jox, c'est que si on veut agir sur le réel, il faut être là où ça se passe. Il faut que les Français sachent que la France est un des pays les plus rétrogrades en ce qui concerne les démocraties européennes en matière de juridiction sociale. Et ses combats d'aujourd'hui, comme avocat pour les mineurs, prolongent ses engagements de toujours. Je n'ai pas fait une carrière politique, moi. J'ai 50 ans de vie professionnelle derrière moi. Seulement pendant 20 ans, j'ai été dans la vie politique. Moi, professionnellement, je suis un magistrat. Et l'action politique, c'est tout à fait différent. L'action politique, ça consiste à s'adresser à l'opinion publique pour essayer d'obtenir une action collective. Tu te rappelles, du coup, tu étais en hélicoptère au-dessus de moi qui était en train de détourner du foin avec le râteau-faleur et le tracteur rouge. Ça t'a aidé quand même. Oui, avec les pales, oui. Non, mais tu te rappelles? Ça a brassé le foin. Tu étais en haut à 20 mètres, puis moi j'étais dans le bas qui tournait. Quand il y a eu la panique dans le bas, les CRS. C'était bien les hélicoptères. C'était un bon moyen de transport. Ah, on a rigolé. Toi, qu'est-ce que t'as pas fait? Non, attends. Non, mais attends. Au niveau national, t'as tout tenté? Presque, non? Tout tenté, non. Bah si. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans quoi? La députation, sur le quel terrain tu ministre, t'engages là? la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel. Il n'y a rien d'autre maintenant. Je m'engage pas, je te dis, t'as tout voulu voir. Non, ça s'est fait comme ça, c'est par hasard. Ah bon? Oui. Puis qu'est-ce que tu fabriques maintenant, Capitaine? Comment, moi? Oui. Je suis toujours président de la Fondation du protestantisme qui s'occupe essentiellement d'établissements socio-éducatifs ou médicaux. Et puis je suis président du conseil de l'Orchestre de Paris. Et puis je suis un peu avocat des mineurs, des enfants. Ça et puis je suis toujours... Non, ça ne te concerne plus. Tu peux faire toutes les conneries que tu veux, c'est pas moi qui te défendrai. Oh, il y en est arrivé, hein. Oh, on a vécu ensemble, hein. Avec toi, avec vous, j'ai que des bons souvenirs, mais il y en a d'autres. Non, on ne gênait pas, hein. Non, on se disait, non, c'est tout. Allez, on te dit au revoir. Homme d'action et de terrain, comme le connaissent ses amis bourguignons, c'est après 9 ans passés au Conseil constitutionnel qui le contraignent au silence que Pierre Jox renoue avec l'action militante. Il devient alors avocat commis d'office pour les mineurs. La question de la délinquance des mineurs est encadrée par une vieille ordonnance qui date de 1945, plusieurs fois amendée, mais jamais vraiment réformée. Cette ordonnance a vieilli, parce qu'un mineur de 1945 n'a rien à voir avec un mineur de 2006. Le ministre de l'Intérieur a reproché hier au juge de ne pas être suffisamment sévère, notamment avec les mineurs, de ne pas recourir suffisamment à la prison. Il y a eu une espèce de période, je dirais pas hystérique, mais maniaque de ce Sarkozy qui
commençait à culpabiliser les juges qui appliquaient aux enfants une loi qui existe dans tous les pays d'Europe démocratique. La France, à cet égard, depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que 1945, il y a un régime légal différent pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Donc effectivement, c'est un passage un peu curieux de l'histoire de France, mais Sarkozy est parti et je ne suis pas sûr que ces paroles dureront aussi longtemps que ce texte signé de Gaulle. L'orientation générale, celle qui remonte à plus d'un siècle, celle que l'ordonnance de 1945 a formalisée de façon magnifique, c'est-à-dire on doit aider les enfants qui commencent à commettre des délits à sortir de la délinquance par la voie de l'éducation et, s'il le faut, de la sanction, était une parole magnifique et une orientation que la France doit restaurer. L'ordonnance de 1945 dit qui peut entrer au tribunal pour enfants. Les prévenus, leurs familles, les victimes, les témoins, les éducateurs, les policiers, les juges évidemment, et les membres du barreau. Je voulais voir, je voulais savoir, je voulais connaître et comprendre, et pour cela, je me suis dit, au fond, pour entrer, il n'y a qu'à être avocat. Pierre Joxe, on va en venir avec vous à la situation en France, que vous décrivez dans Pas de quartier, c'est votre livre chez Fayard. Alors, vos convictions vous amènent à dire qu'en France, après les multiples réformes des dernières années, on en parlait tout à l'heure, les mineurs sont devenus des justiciables presque comme les autres. Je vous remercie de m'avoir invité parce que le livre que j'ai fait est fait pour informer, mais aussi pour alerter. Ce qu'il dit, c'est ce que nous pensons, ce que nous défendons en étant très peu écoutés et entendus à cette époque-là. Et il le dit dans des termes que nous, on ne s'autorise plus à employer pour être politiquement correct. On n'ose plus dire qu'un enfant délinquant, c'est aussi un enfant en danger. On le dit différemment et on le pense très fort. En l'entendant, je me disais, mais je suis devenue beaucoup trop prudente. Pourquoi moi, je n'ose plus dire ça ? Tout le sens de son action repose sur, en fait, sur une volonté de faire bouger des situations concrètes. Je pense qu'il aime le terrain, Pierre Joxe. Là, les gens qui sont là, en partie ce sont des éducateurs, en partie ce sont des administratifs d'associations. Voilà. Administrateurs. Conseil d'administration. Bonjour, Toufi Koukassi, je suis chef de service au sein d'un foyer. Il y a une situation là, j'ai envie de vous poser la question, c'est un jeune de 16 ans et demi qui a commis un acte assez grave, aujourd'hui est majeur, va quitter l'établissement parce qu'il n'a pas encore été jugé. Nous, on est démunis parce que ce jeune est censé rester au foyer, sauf qu'on n'a absolument aucune information. Donc, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus souvent. C'est-à-dire que les mesures dites jeunes majeurs qui existent en France, qui existaient mais ne sont plus financées, on ne peut pas appliquer la loi faute de crédit, faute d'emplacement où on les prend. Ah ben c'est une crise absolument terrible. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien vous faites malheureusement, vous faites, je ne sais pas ce que vous ferez, mais ce qu'il y a c'est que beaucoup de gens font qu'ils se trouvent devant la situation cruelle d'avoir dit à un garçon, mon cher, viens nous voir de temps en temps, on ne peut plus s'occuper de toi, on n'a pas les moyens de s'occuper de toi. Et dans certains cas, c'est terrible. Un garçon pour lequel je vous avais écrit, qui était un jeune Algérien, je ne sais pas comment il va tourner celui-là, mais quand on suit quelques cas individuels pendant plus d'1 an, on se fait une idée sur un garçon, on finit par avoir une idée. On en voit dont on se dit ils sont entrés dans la délinquance professionnelle. Ils ont pris l'habitude de gagner de l'argent avec le shit, avec machin, ils sont très difficile. Il y en a d'autres, au contraire, quand on connaît un peu leur histoire, un peu leur personnalité, qu'on voit, on dit, lui, il faut qu'on s'en occupe. C'est sûr qu'il va s'en tirer si on s'en occupe. Et c'est presque sûr, si on ne s'en occupe pas, qu'est-ce qu'il va ? Il va voler, il va se retrouver condamné, sans violence, puis un beau jour, il y aura un acte de violence, et puis après, il y aura des conditions. C'est tragique, hein, c'est triste, c'est les gens qui vont dans la rue. Et après qu'on va retrouver en prison. Ils coûteront peut-être plus cher que quand ils étaient dans votre établissement. Et oui, mais qu'est-ce que je vous dis ? J'écris pour essayer de faire comprendre ça, j'en parle. Mais la France a quand même passé 8 ans à faire marcher la machine à l'envers. Un garçon qui a commis des infractions, quand les adultes arrivent à lui faire prendre conscience du fait qu'il a eu tort, qu'il a fait du mal, qu'il a violé la loi, que s'il continue, il va se nuire à lui-même, si on s'y prend bien, il le comprend. Et quand il le comprend, il arrête.
C'est pas un miracle si 80% des gosses qui viennent devant le tribunal des enfants n'y reviennent jamais. C'est parce que la plus grande partie d'entre eux ont compris, par différents canaux, qu'il fallait arrêter. La famille joue un très grand rôle quand il y a une famille, quand il n'y a pas de famille. Les juges, les avocats. Donc ça, oui, j'y ai participé. C'est le seul côté qui peut être gratifiant de cette activité. Avec lui, on peut quand même croire à la notion d'homme d'État républicain au sens historique. L'homme d'État, c'est quelqu'un qui se saisit quand même du réel et puis qui a des convictions, quoi, qui a un projet pour le collectif, un projet républicain, et donc qui à tout moment est en situation de regarder comment ce qu'il considère comme essentiel pour l'intérêt général et l'avenir de ce pays, comment ça se met en place. Notre invité ce matin, Pierre Joxe. Bonjour Pierre Joxe. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de François Mitterrand, à l'Intérieur, à la Défense. Vous avez été premier président de la Cour des comptes. Vous avez siégé au Conseil constitutionnel. Vous êtes aujourd'hui avocat. Et vous publiez chez Fayard Soif de justice au secours des juridictions sociales. Vous dites que cette justice-là, elle vient en aide aux plus démunis. C'est une justice des pauvres ? Malheureusement, ce qu'on y voit, ce sont à 90% des gens pauvres, très pauvres, ou dans la précarité la plus grande, qui viennent pour des affaires de sécurité sociale, de prestations, de revenus. Vous savez, le revenu de solidarité active qui a succédé au RMI. Des gens qui viennent pour des affaires de licenciement abusif et qui sont dans grande difficulté. Et les tribunaux qui sont là, qui sont présidés par des magistrats généralement spécialisés et très consciencieux, manquent tellement de moyens qu'on leur impose des retards insupportables, ce qui n'arrive pas dans les pays voisins. En France, c'est le monde à l'envers, ce sont les pauvres qui ont les droits les plus pauvres. Je le rappelle, vous avez été ministre de l'Intérieur. Alors, question d'actualité, si vous voulez bien, Pierre Joxe, le numéro matricule sur l'uniforme des policiers, ça y est, la mesure est entrée en vigueur. C'est une bonne idée, une mesure efficace pour lutter, par exemple, contre les contrôles aux faciès ? Alors, c'est une très bonne idée parce que ça responsabilise les fonctionnaires de police. Quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant, quand j'étais arrêté dans les manifestations contre les guerres coloniales, j'étais arrêté par des policiers qui portaient leur numéro matricule. Donc c'est un retour à un état de choses antérieur, traditionnel en France. Dans les années 50, sa participation aux manifestations étudiantes anticolonialistes témoigne des premiers engagements politiques de Pierre Joxe. Après avoir suivi des études de droit et avant d'intégrer l'ENA, il est étudiant à Sciences Po. C'est aussi l'époque où se forgent des amitiés inaltérables. Avec Pierre, nous nous sommes rencontrés au lycée. Plus précisément dans une troupe de louveteaux. Et ça a d'ailleurs très mal commencé. Il s'en souvient peut-être pas, mais les 3 premiers jours, on s'est battus. Moi, j'avais devant moi un rouquin ironique qui me tapait sur les nerfs. Et au bout de 3 jours, nous avons rigolé. Et depuis, nous ne sommes plus jamais quittés. Donc ça remonte à il y a très très longtemps. Nous étions très différents. Nous venions de 2 mondes. Pierre venait d'une famille très aisée, très connue déjà. Moi, j'étais un petit fils d'immigrés polonais, juif. Donc tout nous séparait a priori. Et c'est justement ce qui nous a réunis. Il y avait des divergences. Il y en a presque toujours eu, mais... bon, moi j'étais communiste, jusque dans les années 60 à peu près. Pierre était plutôt socialiste, très démocrate, très intéressé par la chose syndicale. C'est une ambiance, on voit, tout le monde a des cravates et bien coiffé. Hein. L'UNEF était en quelque sorte le parti de la jeunesse libérale de gauche, qui ne supportait pas les guerres coloniales, parce qu'on était peu de temps après la guerre, et qui luttait contre l'injustice sociale consistant à, comme on le constatait tous les jours,
que les études supérieures étaient réservées aux enfants de familles aisées. Pour beaucoup d'entre nous, ça nous tenait lieu de parti. Ceux qui étaient communistes étaient dans le parti communiste, mais ceux qui n'étaient pas communistes, qui étaient à gauche et qui vomissaient la politique de Guy Mollet n'étaient pas à la SFIO, ils étaient donc sans parti. L'UNEF nous servait de parti. Donc on s'est engagé comme étudiants contre la guerre d'Algérie, comme on s'était engagé contre la guerre du Vietnam, avec le sentiment que ça n'allait pas durer longtemps. Et en fait, ça a duré très longtemps. Les mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. C'est une période épouvantable, parce que les films d'actualité de l'époque qui parlent des hors-la-loi, des rebelles, des fellagas, etc., parlent de quoi? D'un peuple qui lutte pour son indépendance en Algérie. Mais les pays démocratiques n'ont plus de colonies, il n'y a que la France. Donc nous sommes indignés, nous qui sommes des enfants de la guerre et de la résistance, si je puis dire, d'être mêlés à une guerre qui est contre nos convictions. C'était une armée d'occupation, d'oppression, de répression, et malheureusement avec des cas de torture, de villages massacrés, d'incendies, c'était horrible. Mais toute ma génération, ce sont les guerres coloniales qui nous ont amenés dans la vie politique. Ce n'est pas spécialement nous qui avons éveillé la jeunesse française, c'est parce que la jeunesse française avait envie de s'éveiller qu'elle a trouvé cette circonstance et cette occasion. Si bien que il n'y a pas de raison de penser que les jeunes sont tellement différents de ce que nous étions il y a 20 ans ou 15 ans. Normalement, je crois que la jeunesse française va fournir dans un bref délai les cadres de l'action politique, à droite, à gauche, dans tous les partis, mais de toute manière avec force et vigueur. Mitterrand, je l'ai connu très jeune, pendant la campagne des élections législatives de 55-56, il était attaqué par les poujadistes. C'était un mouvement de droite qui est... Alors j'ai essayé de participer à sa campagne, et plus précisément, j'ai essayé de participer aux bagarres pour le protéger, dans les salles de la Nièvre, où il y avait des bagarres à coups de chaises et de bancs. Bon, j'ai fini par me faire expulser par les deux camps. Les uns voulaient me casser la gueule et les autres voulaient me protéger. Ils me disaient, vous nous faites perdre du temps. Alors je suis parti, mais en fait j'ai retrouvé Mitterrand petit à petit, plus tard. Et c'est surtout l'élection de 65, lorsque la première élection présidentielle au suffrage universel a permis un premier rassemblement des forces de gauche avec une candidature unique de la gauche. C'est là que moi, qui avais été toujours syndiqué, engagé dans des actions politiques diverses, je me suis mis à faire de la politique avec Mitterrand. Il est vrai que dans ma génération, pour beaucoup de gens, Mitterrand, c'était surtout quelqu'un qui avait été dans les gouvernements de la 4e République, y compris avec Guy Mollet, etc. Donc il avait une attitude de... Peu de gens savaient, comme je le savais moi, à quel point il avait pris position pour la décolonisation. Les responsables, le premier responsable, il faut que ce soit le meilleur. En ce moment, il est indiscutable que le meilleur d'entre nous, c'est François Mitterrand. Vous savez, Mitterrand, mon père me disait, mon père n'aimait pas Mitterrand, mais il me disait, Mitterrand, il a été vraiment vichiste, il était à Vichy. Après, il a été dans la résistance, il était vraiment résistant. C'est quelqu'un qui a changé. De même, Mitterrand était centriste, et puis il est devenu à gauche. Il a changé. Il y a beaucoup de gens qui changent de la gauche vers la droite. Lui, il a changé de la droite vers la gauche. Tant mieux. Et je crois que beaucoup de gens lui en sont reconnaissants. Un père et un fils sont députés, messieurs Louis Joxe, député du Rhône, et Pierre Joxe, député de Saône-et-Loire. Bien que le premier soit UDR, le second siégera sur les bancs de l'opposition dans le groupe socialiste. Ce n'était pas compliqué. Mon père était un partisan du Front populaire avant la guerre. Il était dans le cabinet de Pierre Cotte au ministère de l'Air. Il était pour le soutien aux républicains espagnols. Ma mère et mon père étaient des militants, on dirait radicaux de gauche. C'était des radicaux de gauche. Et pendant la guerre, il est devenu gaulliste comme beaucoup de résistants. Il était d'une fidélité totale à De Gaulle. Et à un moment donné, on lui a demandé de se présenter aux élections, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Enfin, il l'a fait. Moi non plus, ça ne me plaisait pas du tout. Au départ, je n'avais pas du tout envie d'être député. Moi,
J'aimais bien mon métier. Monsieur Pierre Joxe, c'était votre première manifestation officielle ce matin. Quel effet cela fait-il? Première manifestation officielle, mais pas la première fois que je suis présent sur une des foires ou des marchés importants de cette région. Alors, l'effet que ça me fait, je suis content d'y être comme député, comme j'étais content autrefois d'y être comme candidat du Parti socialiste. C'est Mitterrand qui m'a littéralement parachuté dans le département voisin de la Nièvre et aussi le département de sa belle famille, puisque les parents de Daniel Mitterrand, les parents de Madame Mitterrand, étaient instituteurs à Cluny, et pendant la guerre, Mitterrand était dans les maquis de la région, et donc c'est un département très proche où il avait beaucoup d'amis. Il m'a parachuté, et puis j'ai été élu. À partir de ce moment-là, je suis installé, j'ai beaucoup vécu, et depuis, moi, ma famille, des amis, on aime bien y aller, donc c'est une région très attachante. C'est la vie politique qui m'a ouvert cet horizon tout à fait nouveau. Et la Bresse, la Saône-et-Loire, c'est vrai, la Bourgogne, où il y a de tout, la Bourgogne, et du meilleur. J'ai vu tes garçons, là. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Ça va? Ils grandissent? Ah ouais, ils grandissent, hein. Et ils travaillent? Il commence, oui, ah Thomas, ouais. si, Thomas, oui. Il a quel âge? Il va avoir 16 ans au mois de juillet, 1er août. C'est des gamins qui les sortent, là? Non, j'ai un copain qui m'aide, là. Ah bon? On peut aller bavarder un peu avec ta mère ou tu es occupé là? Je vais juste te décharger puis je vous rejoins. Okay, je vais me changer un coup puis je vous rejoins. Changer. Si, dans 5 minutes. Moi j'aurais dû mettre des bottes là parce que disons que... Là, avec ce qui est tombé cette nuit et puis hier, et puis en plus j'ai sorti des fumiers ce matin donc. En fait, toi tu as toujours été attiré par les productions animales. Oui. Et toi, par les productions végétales. C'est un fait. Hein, c'est drôle. C'est l'équilibre des choses. Sauf qu'il y avait entre légumes et fleurs ou fruits, je ne sais plus quoi, c'était la... Une petite nuance. Ouais. C'est les deux que tu avais emmenés à Paris une semaine, quand ils étaient tout jeunes. Ils avaient été avec des enfants. Je me rappelle. Au début, moi, je n'ai pas rencontré Pierre Joxe comme ça. Moi, je me rappelle surtout de mon enfance où j'allais coller des affiches. Parce que dans le monde agricole, la famille, on suivait tous. Donc, j'étais traîné dans un camion, dans une voiture, et j'allais coller les affiches. Je montais sur les épaules des adultes, et puis on collait on ne savait pas ce qu'on collait, mais je me rappelle de ça. Donc, on se rappelle de la photo qu'on mettait. Et après, on a eu la surprise de voir Pierre en réalité, quoi. Enfin, devant nous. Donc, c'est vrai que c'était une émotion... Je dirais, c'est comme si on voyait quelqu'un à la télé, puis qu'on le voit à sa table après ou chez soi. Donc on était un petit peu avec des gros yeux, puis on se disait, c'est lui, c'est lui. Chez nous, il venait nous aider à l'ensilage, à faire une journée d'ensilage. Donc il montait sur les tracteurs. Et là, il est venu un peu faire beaucoup de choses chez nous. Il voyait le travail agricole comme on le faisait. Je pense qu'il ne voulait pas parler de quelque chose sans savoir comment ça fonctionnait ou ça marchait. Donc, s'il voulait parler d'un tracteur, il fallait qu'il les conduise ou qu'il s'en serve pour parler. Il voulait du concret. Pour la 5e fois, Frangy organisait sa fête du Parti Socialiste, une fête que l'on avait voulu différente cette année. Monsieur Joxe devait commenter les propos du président de la République à Verdun. Ceux qui aujourd'hui, ils sont très nombreux en France, dans cette région, mais ailleurs aussi, sont des exploitants agricoles qui n'ont pas pu encore se moderniser dans les circonstances actuelles. Soit laissé pour compte. Et nous pouvons craindre de ces déclarations une politique encore plus sélective, encore plus discriminatoire. J'ai trouvé de la sympathie auprès de lui dès le départ, mais ce n'était pas spécialement parce qu'il était député PS, c'est parce que c'était Pierre Joxe qui se prêtait à des rapports assez proches et puis s'intéressait à nos problèmes, je dirais, à la fois agricoles et des campagnes en général, et du monde rural. Et pour ça, il est très large d'esprit et il ne crée pas des différences de classe par rapport à son passé personnel. C'est beau là, c'est merveilleux. Ouais. C'est une lumière merveilleuse. Ça. Et alors en plus,
On voit très loin, hein. Ah c'est oui. brumeux, mais on voit très Ouais. loin. C'est ça qui est beau comme ça. D'abord, la Saône-et-Loire est un département quand même assez particulier parce qu'il y a au moins 5 ou même en vérité 6 types d'agriculture dans un même département, avec donc des très très grandes différences. Et donc les organisations agricoles, enfin moi quand je m'occupais, quand j'étais là, il y avait quand même, il y avait la FDSA avec Guichou et quelques autres qui essayaient d'avoir une vue commune, mais en vérité, quand même les intérêts des gens de la Bresse, du Charolais, du Beaujolais, de la côte chalonnaise, étaient très disparates et même parfois opposés. Oui, bien sûr. Ah ben là, c'est un département qui est très varié. Ici, c'est vraiment un morceau de France varié. Quoi. Vous pouvez demander son indépendance. 1% du territoire national. Et on produit toutes les productions animales les plus succulentes, c'est-à-dire le charolais, le poulet de Bresse, les porcs, la charcuterie, des vins de grande qualité ou des vins moyens, le maraîchage et tous les fruits et légumes, etc. Donc c'est une espèce de... Oui, on pourrait demander l'indépendance. Et il y a eu des maquis par là, beaucoup. Ah ben oui, oui. C'était des zones de maquis vers Cluny. Oui, oui, Cluny, oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu accepterais par faveur spéciale, et puis surtout par intérêt pour la science historique, de montrer ta... Hein? Ça vous dit? Bien sûr. Non, même moi, ça me dit pas. Quand même. Une seule caméra cachée, pas tous. Non, mais vous voyez passer ça à la télé, non? Vous seul, vous venez faire un tour. Vous allez voir, c'est un endroit exceptionnel. Viens. Oh, là. Non, mais là, Robert. Là, tu vas m'en faire jusqu'à ma mort, toi. Robert Petit, c'est un artisan du bâtiment. Il est à la retraite, bien sûr, depuis longtemps, qui était un grand résistant. Vous avez là une bibliothèque parfaitement rangée et une masse de documentation incroyable. Il a une chambre qui est une bibliothèque avec toutes les archives de tous les journaux depuis la fin du 19e siècle, tout ce qui a paru pendant sa vie, tout ce qu'il a collecté comme livres, comme revues, comme journaux, comme articles. C'est un savant local. Donc c'est pas... Et là, au fond, c'est la résistance. Oui, les livres de résistance et puis la politique. Il n'est pas d'ici, non, c'est un Parisien. C'est le fils à Louis Joxe, qui était ministre de De Gaulle. Un gaulliste de gauche. Ah ben, je connaissais le Louis Joxe, oui. Et puis tous les ans, même plusieurs fois par an, quand Louis Joxe venait chez Pierre Joxe à Frangy, quand il avait acheté sa maison à Frangy, tous les ans il m'invitait quand son père était là en vacances, pour manger ensemble. Et Louis Joxe, on parlait évidemment un peu de politique, mais il me questionnait surtout sur la résistance dans la région là. 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. Il en ira autrement d'Alger. L'arrivée des Alliés y avait été préparée par des résistants groupés à la suite de l'appel du 18 juin, qui se rendirent maîtres des points clés de la ville. 2 ans auparavant, après la signature de l'armistice, Pierre Joxe quitte Paris avec sa mère enceinte, sa grand-mère, son frère et sa sœur, pour rejoindre Louis Joxe, devenu professeur au lycée d'Alger. Louis Joxe est alors entré dans la résistance. En 1943, il est nommé secrétaire général du Comité français de libération nationale par Charles de Gaulle. Le débarquement de novembre 1942, j'ai 7 ans. Et mon père était un des organisateurs et fait partie des groupes de résistants qui ont préparé ce débarquement allié en repérant les plages, les points, etc. et qui a été ensuite directement mêlé à la prise du pouvoir et à l'arrivée de Gaulle en 1943. Entre-temps, il a été arrêté pour accusé d'avoir assassiné Darlan. Et j'étais à la fois très fier qu'il ait assassiné Darlan et puis quand même très ennuyé qu'il soit arrêté. Puis il est revenu, il a été innocenté, donc j'étais à la fois très content qu'il soit rentré, un peu déçu qu'il n'ait pas assassiné Darlan, qui pour nous était le traître à abattre, évidemment. Donc c'est une période très intense parce que tout d'un coup, pour nous, la guerre, non pas la guerre ne finit pas, mais la guerre change d'aspect. Quand tout d'un coup, on avait l'impression que ça tournait, même pour des enfants assez petits qui avaient vécu l'exode, on comprenait très bien ce qui se passait.
Quand on était enfant pendant la guerre, en 40, 41, 42, il n'y avait pas un sentiment de solidarité avec tout le monde, parce qu'il y avait des pétainistes et des vichistes qu'on considérait comme des chiens, des traîtres, qu'on haïssait fortement. Donc à Alger, les résistants n'étaient pas dominants, hein, c'était pas du tout... bon. Il faut voir ce que c'était comme bourrage de crâne des gosses. Moi, à l'époque, ça s'appelait la 8e. Le lever des couleurs avec les légionnaires et tous les maréchalistes qu'il a, il faisait chanter à ses enfants « Maréchal, nous voilà ». On avait envie de vomir. Allez, parlons d'autre chose. Que le programme commun est un programme ouvert à toutes les organisations démocratiques, à tous les citoyens qui voudront bien se placer dans le cadre de l'union de la gauche et de son combat nécessaire. Nous avons agi pendant près de 10 ans pour un programme commun de gouvernement. À partir de maintenant, nous considérons comme notre tâche centrale de faire triompher le programme commun qui a été établi, adopté et ratifié. À l'époque, dans l'effervescence des années 70, où il y a eu beaucoup de mouvements gauchistes, où le PS apparaissait comme un parti de gouvernement qui n'était pas notre tasse de thé, et lui montrait que, au fond, si on veut agir sur le réel, eh ben, il faut être dedans et il faut s'en occuper, quoi. Et donc, cette espèce d'engagement personnel qu'il a, qui est contraire finalement à ce qu'il aurait pu être, il était à l'époque fils d'un ministre de Gaulle, etc., plaidait pour lui d'une certaine façon. On ne pouvait pas mettre en doute sa sincérité. Mitterrand avait, dans les années 70, c'était à la fois l'aura de celui qui avait fait l'élection présidentielle de 74, donc avec un très beau résultat, qui montrait que l'espérance, elle se situait quand même là, mais en même temps, François Mitterrand, c'était un politicien bourgeois, avec une aura assez trouble, donc qui interrogeait beaucoup des gens qui venaient de l'extrême gauche. Et avec quelqu'un comme Joxe, on comprenait, au fond, et sa proximité avec Mitterrand nous rassurait. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. On avait une telle habitude d'être minoritaire et battu qu'on se battait, non pas en disant « la prochaine fois on va gagner », mais on se battait pour défendre nos idées. Et on pensait bien qu'un jour, on en avait entendu parler. Le Front populaire est arrivé un jour d'une victoire des rassemblements des forces de gauche. Actualité politique, Pierre Joxe succède à Gaston Defferre à la présidence du groupe socialiste à l'Assemblée. Président du Conseil régional de Bourgogne, trésorier du PS, 47 ans, cet énarque qui se dit volontiers marxiste et militant CGT, avait été traité il n'y a pas si longtemps par Georges Marchais de petit valet de François Mitterrand. Ce qui n'était pas très gentil, Pierre Joxe étant fidèle mais pas inconditionnel, étant l'un des rares dirigeants socialistes à ne pas craindre de s'opposer même durement à François Mitterrand. Lorsqu'il devient président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il faut avoir une idée de ce qu'étaient les réunions du groupe socialiste sous la présidence de Pierre Joxe. Il fallait vraiment avoir la parole pour pouvoir s'exprimer. C'était pas de l'autoritarisme. Pierre Joxe, c'est de l'autorité. Et de ce fait, c'est beaucoup plus facile à accepter. Mais vous voyez pourquoi les uns et les autres acceptaient cette discipline? Parce que, justement, il y avait la reconnaissance de ce qu'il représentait pour nous tous. Monsieur Ningesser, si vous êtes surpris que dans cette Assemblée démocratique, le groupe majoritaire, qui est le groupe socialiste, ait une vie démocratique, il faut vous y habituer, cela va durer comme ça quelques années. Il y avait cette analyse sur le rassemblement de la gauche, cette analyse sur ce que devait être la vision industrielle. Déjà, il réfléchissait beaucoup en termes de nationalisation et de rôle de l'État dans le développement de l'économie. Il nous a vraiment aidé à quelques-uns à nous vertébrer politiquement. Il tient au groupe avec une autorité impressionnante. C'est vraiment quelqu'un... Alors, il n'aimerait peut-être, ou il n'aimera peut-être pas m'entendre dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui était qui était né pour commander. C'est quelqu'un qui a de l'ascendant sur les autres, qui n'aime pas du tout qu'on discute ses ordres,
qui en revanche est parfaitement loyal et direct. Hein. Il fait pas du tout, c'est pas du tout le politicien oblique. C'est le contraire de ça. Ensuite, il a été assez vite au gouvernement. Il était évident qu'il était fait pour y aller et pour y tenir un rôle important. Ça ne l'empêchait pas de rester toujours indépendant et d'avoir ses propres idées. C'était très rare hein, parmi les dirigeants socialistes, ou alors il y avait ceux qui étaient de la deuxième gauche, mais qui n'étaient pas des proches de François Mitterrand. Mais parmi les proches de François Mitterrand, indépendants d'esprit à ce niveau et avec cette qualité intellectuelle, il y en a peut-être 2 ou 3. Robert Badinter reste garde des Sceaux. Premier nouveau venu, Pierre Joxe. Il quitte la présidence du groupe socialiste pour le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. En 1984, alors qu'il est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Pierre Joxe devient ministre de l'Intérieur. À la tête de ce ministère, il engage d'importantes réformes de l'institution policière. Mais il doit également lutter contre le développement de différentes formes de terrorisme. Tous vos journaux de ce matin titrent sur l'attentat commis hier soir contre la FNAC. La 4e action terroriste en 48 heures. La menace apparaît aujourd'hui comme de plus en plus présente et pesante. Décidé à riposter, à résister et pour commencer à protéger les Français. Je suis devenu ministre de l'Intérieur parce qu'il a voulu écarter de fer, à qui ça ne plaisait pas, qui n'y réussissait pas. Il avait confiance en moi, c'est comme ça, c'est pas du tout un choix personnel. Personnellement, en 80, j'ai demandé à être ministre du Travail et il m'a refusé. En partie parce que j'étais cégétiste. En partie parce qu'il pensait qu'un cégétiste, dans la France de 1980, ne pouvait pas être ministre du Travail face à la SFDT, FO et tout le reste. Donc, sans parler du patronat, ça. Bon, je me console. Hein. Moins de policiers devant les commissariats, mais davantage de patrouilles sur la voie publique. Ce sont les premières mesures du plan Joxe présentées aujourd'hui. Une société policée, ce n'est pas une société policière. La disparition dans bien des HLM des gardiens qui, en bas de la cage d'escalier, assuraient une présence, surveillants dans les lycées pour s'occuper des enfants, personnel dans les transports en commun, personnel de surveillance dans les immeubles. Toute l'action de prévention passe par des présences. La présence des policiers est un élément. Autre présence accrue, celle des CRS qui vont aider dans la manière de conduire les réformes chez M. Joxe, c'est bien sûr des moyens, bien sûr il a mis en place des nouveaux matériels, de l'immobilier restauré, de l'informatisation, la création de la police scientifique et technique. Il y a eu d'autres, bien sûr, apports dans cette réforme, mais il y a aussi les réformes, l'évolution, la modernisation des pratiques professionnelles, de la formation, l'éthique aussi, le code de déontologie. Voilà, donc c'est toujours ça, c'est les 2 volets. Je me souviens très bien, il devient ministre de l'Intérieur à un moment où déjà le Front National flambait, et même quelquefois dans la police. Et lorsqu'il était devenu ministre de l'Intérieur, je me souviens du commissaire de police que j'avais sur ma circonscription à l'époque, qui m'avait dit il y a un véritable phénomène Joxe, il est nommé depuis 48 heures, il y a un certain nombre d'autocollants qui étaient sur les vestiaires de mes gardiens de la paix ont disparu. Vous voyez, il avait installé là aussi l'image de quelqu'un qui pouvait débarquer dans n'importe quel commissariat de France du jour au lendemain. J'ai l'intention d'accentuer, d'accélérer la modernisation et la professionnalisation de la police, mais simultanément, chacun devra pratiquer une vertu qui n'a rien de moderne, une qualité qui ne coûte pas un sou et qui ne dépend en rien des crédits que vous m'allouerez. Un des éléments essentiels d'un service public hiérarchisé et organisé pour l'ordre public, j'ai nommé la discipline. Il faut que cesse définitivement cet esprit frondeur et désordonné d'une minorité qui s'imagine qu'elle peut s'affranchir des règles de la fonction publique et qui trouble la tranquillité publique, inquiète l'opinion publique et parfois même, ce qui est vraiment un comble, porte atteinte à l'ordre public. Le Front National, à l'époque, était beaucoup moins fort dans les votes et dans les sondages qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais il exprimait déjà les mêmes idées et les mêmes corps d'idées racistes que je connaissais fort bien, puisque moi je me suis battu physiquement avec Le Pen quand
à la faculté de droit de Paris lorsqu'il était le leader de la Corpo Droit, qui était une bande de fascistes, et que nous étions la minorité de gauche de l'UNEF. Donc longtemps je connaissais ces gens-là. Le racisme, c'est une vieille tradition française. La République a été fondée, on peut dire, avec l'affaire Dreyfus. Avec l'affaire Dreyfus, qui était une affaire de racisme, de mensonges éhontés, et avec la solution de l'affaire Dreyfus, qui a été la réhabilitation de Dreyfus, qui a quand même passé quelques années au bagne. La France a une tradition colonialiste, coloniale, esclavagiste, d'inégalité sociale, d'inégalité raciale, très enracinée. Le poison de la colonisation et des guerres coloniales n'est pas encore disparu du corps social français. Merci à nos invités de nous avoir rejoints pour cette table ronde autour des secrets d'État. 5 invités. Pierre Joxe, à ma droite, vous avez été ministre, notamment à l'Intérieur et à la Défense, président de la Cour des comptes. Le secret est parfois indispensable au nom de la raison d'État. Vous avez des exemples quand vous étiez en fonction? Oui, beaucoup. Quand il y a l'affaire de Rainbow Warrior, Mitterrand était fou, et il me disait tout le temps « Oui, votre ami Plenel, qui publie ceci, qui publie cela ». Et alors Mitterrand, en effet, il avait l'idée que j'étais très ami avec Plenel, ce qui n'était pas encore vrai. Maintenant, oui, mais à l'époque, je le connaissais comme ça. Mais Mitterrand était tellement angoissé par cette affaire, angoissé pour des raisons en partie personnelles, parce qu'il avait le doute, je l'ai aussi, de savoir si oui ou non Ernu avait effectivement donné ses ordres. Et il aimait beaucoup Ernu, qui était un ami, qu'il supportait absolument pas tout ce qui sortait. Et moi, je lui disais, mais les informations, elles arrivent de la police néo-zélandaise, elles arrivent des services spéciaux australiens, elles arrivent de la Suisse, puisque Interpol par la Suisse, etc. Par conséquent, il n'y a rien à faire de cette affaire. Tout sera connu dans un délai de 8 jours à 8 semaines, mais tout sera connu un jour ou l'autre. Donc, il vaut mieux aller devant. C'est comme dans les incendies de forêt. Il faut faire et dans certains cas, vouloir faire un secret de quelque chose qui sera forcément connu, c'est une erreur et qui peut coûter cher. Merci de terminer par Allende. Oui. Allez, merci. Merci. C'est Pierre Joxe qui remplace Jean-Pierre Chevènement au ministère de la Défense. De son passage au ministère de l'Intérieur, on retiendra notamment son plan de modernisation de la police et son projet de loi sur la Corse, conférant à l'île un statut particulier et introduisant la notion de peuple corse. En 1991, lors de la démission de Jean-Pierre Chevènement en pleine guerre du Golfe, Pierre Joxe prend le portefeuille de la Défense. Ses convictions y seront mises à rude épreuve. Il aura à gérer les interventions militaires en Irak, en Yougoslavie et encore en Somalie. Ce samedi matin, Bernard Kouchner semblait agir surtout en tant qu'envoyé spécial du président Mitterrand, en tournée d'inspection avant le débarquement des troupes américaines puis françaises. Mais après-midi, il revenait de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyées au mois d'octobre par les écoliers français. Ce qui était compliqué, ce n'était pas le ministère qui était compliqué à gérer, c'était Mitterrand. Parce que Mitterrand qui a décidé, sous l'influence de Kouchner, d'envoyer des troupes en Somalie sans avoir la moindre idée du coût, des risques, de la durée, des conditions dans lesquelles on allait le faire. Il me disait, oui, il y a la famine, il faut intervenir. Il y a la famine, pas parce qu'il n'y a rien à manger. Je lui ai même apporté un carton que j'avais acheté sur un marché de bananes de Somalie. Les famines, elles ont toujours une origine politique. Et là, la situation politique en Somalie est telle qu'il faudra sans doute très longtemps, regardez 20 ans après où on en est, mais ce n'est pas l'intervention, ni une intervention massive, ni une intervention ciblée de l'armée française, entre autres, qui va rétablir la situation. En revanche, on crée des risques terribles. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu finalement un moment donné où les troupes internationales qui étaient là ont été débordées, et pour se dégager, ils ont tiré dans le tas, ils ont tué 1000 personnes. Mais 1000 personnes en une journée. Hein. Bon. Vous projetez ça. Oui, c'est une phrase qui est toujours d'actualité. Elle a toujours été d'actualité. Quand j'étais étudiant, on pouvait déjà dire ça, et aujourd'hui, c'est comme ça. Jamais. Une expédition militaire n'est jamais la source d'un changement démocratique. Voilà, donc c'était un mauvais moment à passer aussi, parce que
d'une certaine façon, beaucoup de Français pensaient que, comme ça, on allait intervenir, rétablir la paix. C'est une illusion qui a parfois encore lieu, qui a cours encore parfois. Vous êtes ministre de la Défense, vous êtes aussi un homme politique, et vos premières réponses étaient politiques, à des questions qui se posaient au ministre de la Défense. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu amer ce soir. Je ne suis pas amer, je dirais que je suis sombre. Est-ce que la situation de la Somalie peut être réglée par des interventions militaires? Non. Par des interventions humanitaires? Non. Vous approuvez tout de même l'intervention militaire? Le problème n'est pas de l'approuver ou de ne pas l'approuver. Je me réjouis que dans un des nombreux points de la planète où des drames de cette ampleur ont lieu, eh bien, les Français, les Américains, d'autres puissent apporter leur part, leur contribution très provisoire, à une situation épouvantable. À cette époque, effectivement, je l'ai perçu comme fatigué de la politique. C'était une période de sa vie où il en avait épuisé les charmes. Ça, manifestement, il en était fatigué, il avait envie d'en sortir, effectivement, et de faire autre chose. Ça, c'est tout à fait clair. Le Conseil des ministres de ce matin a également nommé Pierre Joxe au poste de premier président de la Cour des comptes. À 58 ans, Pierre Joxe quitte donc, semble-t-il, définitivement la scène politique. C'était l'un des plus fidèles grognards du mitterrandisme depuis 30 ans. Je le vois comme très fidèle. C'est peut-être le point le plus marquant. Très fidèle à ses principes existentiels, à ses principes de vie. Et je crois, je sais, c'est parce qu'il est fidèle à ses principes qu'il a quitté la vie politique. Il y avait des choses qu'il ne supportait plus, avec lesquelles il n'était plus d'accord. Je l'ai un peu regretté. Mais bon, c'était son choix. J'en avais assez, en effet. J'avais passé 20 ans dans la politique. J'ai été élu 5 fois député. Et en particulier, le congrès de Rennes du Parti socialiste m'avait fait la pression la plus désastreuse d'une orientation d'une vie politique qui était moins conduite par des idéaux politiques que par des luttes de clans. Et donc, j'étais décidé à partir. C'est plutôt la politique générale et l'évolution profonde d'un parti socialiste qui ne me plaisait pas. Et en plus, Mitterrand allait partir, lui aussi, je savais bien qu'il ne se représenterait pas derrière. Et au fond, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire de la politique avec lui, dans un contexte particulier, qui est celui du rassemblement des forces de gauche, d'union de la gauche, un programme clairement à gauche. Et voilà, je suis parti pour faire mon métier, refaire mon métier. Ce qu'il aimait dans le mitterrandisme, je ne dis pas que c'était son côté initial utopique, mais c'était, disons, sa part d'idéalisme. La fin du mitterrandisme, l'idéalisme s'était dissipé, les résultats étaient quand même au moins discutables, et puis la fin du mitterrandisme, la fin réellement, le crépuscule, avait un côté shakespearien ou même wagnérien qui n'était pas très gai, et qui surtout pour quelqu'un comme Pierre Joxe, qui a quand même une morale sourcilleuse, ou protestante, mais c'est un peu synonyme, ça devait être plus difficile à vivre. Je ne pense pas que, par exemple, Bernard Tapie ait correspondu à son idéal type, vous voyez, et je l'imaginais mal à ses côtés. Je me trompe peut-être, mais je l'imaginais mal. Peut-être même à ce moment qu'il a donné à voir d'une manière plus importante une dimension humaine. C'est-à-dire que quel que soit l'attachement qu'il avait à la politique, quel que soit, il gardait sa liberté. Et il décidait de faire ce qu'il voulait. S'il vous plaît, troisième cadre. Bonjour, installez-vous. Vous enlevez vos vestes, s'il vous plaît. Junior, ta veste. Bilal, je te dirai pas 2 fois. Ils sont au courant, je ne pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez quelques petites questions. Moi ? Bah oui, je joue aussi. Ah bah écoutez, si le cœur vous en dit, ils ont des questions pour les musiciens ainsi que pour vous. J'ai eu la chance d'être d'abord membre du conseil d'administration, puis président du conseil d'administration de l'Orchestre de Paris, que nous avons développé progressivement. Beaucoup de concerts pour enfants. En France, l'enseignement musical
est presque inexistant. Et la musique symphonique, la musique classique, la musique romantique, c'est une musique qui n'arrive pas forcément dans la vie des enfants si leur famille ou si leur école ne les y aide pas. Parce qu'au fond, les enfants aiment la musique s'ils en entendent. Donc c'est extrêmement pédagogique. Beethoven. La suite. De transmettre la musique aux enfants, c'est un vrai plaisir. C'est à la fois beau et utile. Il aurait pu écrire ses mémoires, voilà, conseiller, officieux, voilà. Bon, tout ça, il a balayé tout cela pour repartir précisément à zéro. C'est tout à fait remarquable. Ah, une belle cravate. Moi aussi, j'ai mis une belle cravate. Je trouvais qu'il y avait une grande cohérence. Elle était tout à fait en accord avec ce que nous faisions à 18 ans. Vraiment. Il n'y a bien qu'une chose qui nous a pas fait qu'il aurait fallu faire. Être président de la République. Ah, d'accord. Ah, bah ça... On te l'avait demandé une fois, t'as pas voulu. Ah non, bah, ça, vous avez tout dit là, parce que ça irait mieux que ça va pas. Attendez, attendez, vous coupez tout de suite là. Alors, on va appeler les CRS bientôt. Non, il va le dire. Bah, moi, il m'emmènera en prison, moi je m'en fous. Hein? Moi, il m'emmènera en prison, moi je m'en fous. Filmer cette agitatrice rurale qui a des propos irresponsables, irrévérencieux.